Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier module du cours sur la conception hygiénique qui traite des services généraux d'un point de vue de la sécurité alimentaire. L'objectif de ce module est de comprendre quels sont les risques liés aux services généraux et en particulier à l'air, à l'eau et à la vapeur, et aussi de comment faire pour les avoir sous contrôle. L'air, l'eau et la vapeur sont communément utilisés dans les usines de production, mais malheureusement ces services généraux ou utilities en anglais passent souvent au second plan dans le processus de conception hygiénique. Néanmoins, ils peuvent impacter la sécurité des aliments. Il est important de comprendre que les services généraux représentent un risque pour notre produit et qu'il faut donc les maintenir sous contrôle avec différentes mesures de manière à conserver la qualité et la sécurité de notre denrée alimentaire. Il coule donc sous le sens que les services généraux nécessitent d'être pris en considération dans le processus de conception hygiénique. L'air, l'eau et la vapeur doivent donc être intégrés à ce processus. Et nous devons nous baser sur 3 points. Le premier, le risque microbiologique. Il doit être pris en compte notamment pour l'air et pour l'eau, car en effet, la vapeur est rarement sujette à contamination microbienne due notamment aux températures. Le deuxième, le risque physique, notamment de corps étrangers, qui peuvent être introduits dans le processus par l'approvisionnement ou directement par les composants utilisés dans le système lui-même. Ce risque peut être réduit grâce à l'utilisation de filtres, ainsi que d'une bonne sélection des matériaux utilisés. Enfin, le troisième point concerne les risques chimiques. En effet, l'eau utilisée doit être testée pour comprendre au mieux le risque ou encore les produits chimiques utilisés au cours de la transformation de l'eau en vapeur nécessitent d'être adaptés à l'industrie alimentaire. De manière générale, le risque dépend du produit en lui-même. Au cas par cas et à chaque étape, est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est élevé? Voici ce qu'il faut se demander pour décider des mesures de contrôle à mettre en place pour protéger notre produit correctement. Pour l'air, l'eau et la vapeur, nous utilisons souvent des filtres pour stopper différentes particules. Lors de la sélection des filtres, il est nécessaire de prendre en considération les différents débits et l'efficacité de la filtration que nous voulons obtenir. Il faudra considérer également la taille des particules que nous voulons retenir. La prise en considération de ces différents éléments doit nous aider à sélectionner le bon filtre. Regardons maintenant plus en détail chaque élément des services généraux en commençant par l'air ambiant. Pourquoi faisons-nous attention à la qualité de l'air de l'environnement de production? La réponse est simple. D'abord, la qualité de l'air est importante pour créer un environnement confortable et sûr pour le personnel travaillant dans la zone. La sécurité du personnel est toujours la priorité et les particules telles que les poussières doivent être éliminées à l'aide d'une filtration appropriée. Ensuite, un air de qualité réduit le risque de contamination du produit. En effet, s'il y a des bactéries dans l'air, comme des moisissures ou des levures par exemple, il y a un risque de contamination, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit. Enfin, si des contaminants présents dans l'air affectent le produit et la ligne, il sera nécessaire d'augmenter la fréquence de nettoyage, ce qui impactera les efficiences des lignes. Lors du choix dans l'efficacité des filtres de chauffage, de climatisation ou de ventilation pour les ateliers de production, il est important de connaître son ennemi et de considérer leur importance. Sur cette slide, vous pouvez noter la différence de niveau de filtration correspondant à une différente taille de particules. Les filtres primaires et secondaires agissent pour protéger et éliminer les contaminants de l'air, permettant au filtre final d'être plus efficace. L'efficacité des filtres d'air doit être vérifiée par échantillonnage et analyse.
En plus des filtres, l'air de la production doit suivre une certaine direction de flux. Comme le montre le schéma sur cette slide, nous devons nous assurer que les zones à haut niveau d'hygiène sont en surpression par rapport aux zones ayant un niveau d'hygiène inférieur, de manière à éviter la contamination croisée. Ceci demande des systèmes de traitement d'air particuliers ainsi que des bonnes pratiques pour maintenir ces zones en surpression. Là où la surpression de l'air est considérée comme un contrôle, il faut mettre en place la surveillance adéquate pour s'assurer que la surpression est bien respectée. Les conditions de l'air ambiant sont dictées par le type de produit, notamment sa sensibilité, qui est fabriquée dans l'atelier de production. Les températures basses aident à contrôler la croissance de micro-organismes dans l'environnement. Certains produits demandent une température spécifique pour atteindre la qualité et la fonctionnalité requises par le consommateur, comme le chocolat par exemple. Il en est de même avec l'humidité relative, car en cas d'humidité excessive, il y a un risque de contamination du produit avec la condensation. Les échangeurs d'air permettent par exemple de contrôler à la fois l'humidité relative ambiante et le développement microbiologique. Le site de production doit établir les intervalles de température et d'humidité acceptés et spécifiques au produit. Il ne faut pas hésiter à surveiller et documenter les conditions de l'atelier, par exemple avec l'aide d'un dispositif de contrôle en continu, comme un data logger, avec l'activation d'une alarme en cas de sortie de l'intervalle. L'air comprimé est utilisé dans beaucoup d'applications d'une industrie alimentaire, en incluant les phases d'emballage, de répartition de produits ou encore de mélangeurs ou mixeurs pour en nommer quelques exemples. Dans le cas où l'air comprimé entre en contact avec le produit nu, il est nécessaire de prévoir une filtration adéquate, généralement inférieure ou égale à 0,01 micron, pour éviter tout risque de contamination. En effet, l'air comprimé peut être contaminé par plusieurs sources. La première provient de l'air ambiant, où de la vapeur d'eau, des micro-organismes ou de la poussière peut être introduit. Cependant, l'air comprimé lui-même peut être contaminant, notamment en projetant des particules d'eau ou d'huile. Et enfin, les tubes flexibles, ou les buses, peuvent se dégrader avec le temps, notamment avec de la rouille ou du tartre. Pour éliminer les chances de contamination provenant de l'air comprimé, il est nécessaire de mettre en place plusieurs filtrations. Les filtres à particules éliminent les particules solides, comme son nom l'indique, tandis que les filtres coalescents éliminent l'huile et l'eau de l'air comprimé. Enfin, le filtre final est la dernière protection pour le produit et doit donc être positionné le plus près possible du point d'utilisation. Voyons à présent quels sont les contrôles à réaliser sur l'eau. Le risque microbiologique de l'eau est divisé en 3 catégories. Les bactéries, comme par exemple Escherichia coli, les protozoaires, comme Giardia, ou encore les virus, comme le rotavirus. Comment peut-on maîtriser ce risque ? Tout d'abord, il faut en savoir plus sur la provenance de l'eau utilisée dans les ateliers de production. Est-ce que c'est de l'eau de ville ? Est-ce que c'est de l'eau provenant d'un puits ? Ou les deux ? Bien évidemment, il faut s'assurer que l'eau respecte bien la législation locale en matière de potabilité. Dans un deuxième temps, il faut comprendre pourquoi nous avons besoin de l'eau, c'est-à-dire quelle sera son utilisation finale, et en conséquence, quel est le niveau de risque attendu. Si l'eau nécessite d'être traitée pour éviter les risques, il est préférable d'utiliser des systèmes tels que l'osmose inverse, les traitements UV, les filtrations ou encore des produits chimiques approuvés. Enfin, il est important de prendre en considération le design du système de tuyauterie. Des systèmes anti-reflux doivent être mis en place et aucun point mort ne doit être présent.
puisque c'est là que l'eau stagnera et pourra devenir un risque de contamination. L'eau doit être régulièrement analysée pour s'assurer qu'elle répond aux exigences en matière de microbiologie et d'éléments chimiques. Le test du chlore libre, par exemple, pourrait être effectué si nécessaire. Les échantillons doivent être prélevés en rotation sur plusieurs points, en incluant les lavabos pour le lavage des mains, les tuyaux d'eau ou encore la fontaine à eau utilisée pour les employés de l'entreprise. Nous allons maintenant parler de la vapeur, et en particulier comment elle est gérée dans une industrie alimentaire. La vapeur est souvent utilisée dans l'industrie pour chauffer les produits. Elle peut donc entrer en contact direct avec les produits, mais elle peut aussi être utilisée de façon indirecte. Par exemple, la vapeur peut être utilisée pour stériliser les packagings avant leur utilisation, comme dans le cas des bouteilles par exemple, avant d'être remplies. Elle est enfin utilisée pour générer de l'eau chaude servant au nettoyage. Le degré de pureté de la vapeur dépend du type de produit et de l'environnement de l'atelier de production. Dans l'industrie alimentaire, on utilise souvent de la vapeur filtrée, également appelée vapeur culinaire. Si un produit demande un niveau de pureté supérieur, on pourra utiliser de la vapeur dite propre. Dans la chaudière, plusieurs produits chimiques sont utilisés pour adoucir l'eau, pour détartrer ou pour éviter l'oxydation et la rouille. Dans le cas où l'eau est utilisée pour générer de la vapeur, il faudra s'assurer que ces produits chimiques respectent la réglementation en vigueur pour l'industrie alimentaire. Le système de génération de la vapeur doit être doté d'une valve d'échantillonnage puisqu'une analyse est demandée. L'équipement générateur de vapeur ainsi que la tuyauterie doit être fait de matériaux anti-corrosion, comme l'acier inoxydable série 300. Un séparateur doit être installé pour éliminer les particules supérieures à 30 microns avant le chauffage. Un piège à condensat est à installer en aval du séparateur et plus loin dans le système, il faudra installer un filtre à vapeur culinaire de 5 microns en acier inoxydable. Enfin, une valve de vérification sanitaire doit être mise en place si l'injection des vapeurs se fait à l'intérieur des produits. En fonction de la source d'eau utilisée et du système de création de la vapeur, il existe plusieurs types de contamination possibles. L'échantillonnage et l'analyse des condensats de la vapeur est nécessaire pour vérifier que la vapeur atteint les standards demandés. Également, on pourra faire une analyse organoleptique de ces condensats, de manière à vérifier qu'ils n'aient ni odeur ni saveur et que leur turbidité est acceptable. La prise de l'échantillon devra être faite le plus près possible du point d'utilisation, et les résultats obtenus devront être documentés. En résumé, les services généraux sont communément utilisés dans l'industrie alimentaire et sont souvent mis au contact des denrées ou des emballages primaires. Il est important de prendre en considération les systèmes de génération d'eau, d'air et de vapeur dans le processus de conception hygiénique, de manière à ce qu'ils ne se transforment pas en source de contamination. Enfin, une maintenance de routine, des analyses périodiques et un bon programme de nettoyage sont importants à mettre en place pour éviter toute contamination. Merci de votre écoute, ce module est terminé. Nous avons également terminé la première partie du cours d'introduction à la conception hygiénique. Donc si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous retrouver sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À très bientôt.